Le 1er septembre 1939, l'histoire s'écrit par un homme, une idée, une nation qui a perdu de sa puissance et une ambition, celle de la retrouver. Ce jour-là, cet homme, nommé Adolf Hitler, envahit la Pologne et marque la domination allemande par des répressions sanguinaires, violentes et inimaginables encore pour certains aujourd'hui. Le 27 janvier 1945, l'armée rouge délivre les détenus d'Auschwitz. Le 11 avril 1945, ce sont les troupes américaines qui libèrent le camp de concentration de Buchenwald. L'Holocauste du XXe siècle a surtout touché les populations juives. Cependant, en France, la situation a aussi dégénéré quant à cette période. 10 mai 1940, l'Allemagne occupe la France après avoir envahi le territoire de l'Hexagone. Conséquence, de 1940 au 25 août 1945, le gouvernement de Vichy collabore activement avec l'Allemagne en mettant à disposition des bases militaires et en résistant aux offensives alliées. Le STO apparaît et de nombreux Français doivent partir en Allemagne. Commençons par démentir quelques idées reçues. On estime de 100 000 à 400 000 pour l'apogée le nombre de résistants français, soit 1 à 3 petits pourcents de la population en France à cette époque. Oui, c'est pas glorieux. La France débarquée était donc peu nombreuse, si d'autant plus ces Français et résistants se faisaient arrêter puis déporter. Mais alors, comment la déportation se faisait pour la généralité des opposants au régime nazi? Premièrement, il y a les arrestations, soit par dénonciation, soit par suspicion de résistance. On peut prendre en compte, par exemple, la rafle du billet vert en mai 41 ou encore celle du Veldiv en juillet 42, qui mènent ces arrestations dans les gares puis dans les camps. Et d'ailleurs, parlons-en des camps. Déjà, il faut discerner camp d'internement et camp de concentration. Celui d'internement, par exemple, servait comme centre de rétention administrative, mais aussi pour réfugiés ou encore prisonniers politiques, alors que celui de concentration englobe bien plus de populations diverses que ça. Les deux camps les plus connus en France, comme celui de Strudhof en Alsace et celui de Thiel en Meurthe et Moselle, sont tous deux équipés de chambres à gaz. Plus localement, vu que nous sommes en région occitane, il y a tout le territoire de Haute-Garonne avec le camp de Noé et le camp du RSC-Bédou. Dans le Tarn, ceux d'Albi, il va y avoir principalement des centres de rassemblement des étrangers et il va y avoir ces mêmes centres notamment à Montauban et idem pour Saint-Sulpice. Oui, on joue pas mal, mais tout ça pour montrer que dans un seul territoire, donc celui de l'Occitanie, il peut y avoir énormément de camps différents et plus nombreux qu'on le pense. Et encore, je n'ai pas tout dit. Bien que pour la plupart des jeunes d'aujourd'hui, comme moi, qui connaissent les populations touchées, je me dois de détailler beaucoup plus ce cas. La première cible reste sans aucun doute les juifs. Ouais, vraiment une bête noire d'Hitler. Il ne les a aimés vraiment pas. Ensuite, il y a les minorités religieuses et ethniques, telles que les tziganes, roms et sentis, donc les gens du voyage. Les gitans, qui furent cernés par les rafles dites précédemment, le billet vert, le Veldiver. On y retrouve aussi les prisonniers politiques, les résistants français et prisonniers de guerre, les réfractaires du STO, d'ailleurs on y viendra, les ressortissants de nombreuses nationalités, et enfin, les personnes considérées comme socialement indésirables, comme les fous ou les handicapés. Malheureusement, c'est comme ça qu'on peut les définir. Ces arrestations ont été parfois mises en œuvre, orchestrées par les autorités françaises et des milices collaborationnistes françaises. Mais on déportait essentiellement des prisonniers dits politiques, ressortissants de nombreuses nationalités, et y compris des résistants français. Les déportés étaient utilisés pour l'effort de guerre des nazis et travaillaient alors dans des conditions extrêmement pénibles, dans des petites unités, souvent extérieures au camp principal, et constituaient des camps annexes appelés commandos. Outre des travaux de manufacture, tels que la menuiserie, certains déportés devaient réparer le matériel de guerre allemand. Maintenant, prenons l'exemple du STO. Localement, donc, à Albi, nous avons la chance d'avoir les anciens du STO, qui est une association en fait, malheureusement qui s'éteignent tour à tour aujourd'hui. C'est le cas de René Puig, comme vous voyez ici à l'écran, qui à l'âge de 20 ans a dû partir en Allemagne à cause du STO. Le STO, c'est quoi? C'est le service de travail obligatoire en Allemagne pour toute personne majeure, 18 à 50 ans, et apte à travailler, devait aller en Allemagne contre leur gré, sous accord, tout ça pour l'effort de guerre allemand, et oui, 50 ans, c'est encore jeune. Une propagande a bien sûr été mise en place pour attirer les Français qui visait à faire culpabiliser les jeunes Français de l'Hexagone de laisser leurs compatriotes verser du sang sans contrepartie en retour. Enfin, celle-ci, c'est l'une des plus connues, mais moi je préfère celle-là, qui promet en plus d'un bon accueil, des congés payés, des allocations, etc. Alors qu'il n'y a rien, bien sûr. C'est contre leur gré, mais surtout gratuitement. De l'esclavage. Si vous étiez du STO et que vous pensiez que vous allez être payé au moins quelques Deutschmark, eh bien cela ne sera pas le cas car il n'y avait aucune fiche de paie, aucune documentation, bref, que dalle.
D'ailleurs, encore aujourd'hui, les anciens du STO sont les sources les plus pures que l'on peut continuer d'obtenir. Et si vous avez la chance, comme moi, de pouvoir côtoyer ce genre de personnes, soit par votre famille, soit par des associations, comme on l'a vu avec les anciens du STO, alors profitez du peu de temps qu'il leur reste pour les aider à guérir et vous à apprendre. Si ces cibles refusaient ou du moins tentaient toute résistance vaine, ils étaient envoyés dans des camps comme celui de Drancy, un camp dit de transit, puis dans les camps en Pologne ou en Allemagne, pour être utilisés comme une manœuvre forcée. Pour finir avec le STO, environ 600 à 650 000 sont partis et seulement 200 à 250 000 en sont revenus, qui de plus augmentera car le nombre de décès était nombreux, même quelques mois après la libération, sûrement dû lié au traumatisme subi, mais aussi aux conditions de vie totalement désastreuses, etc. Finalement, le cas français est relatif par rapport à d'autres pays d'Europe, comme par rapport à l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la Pologne, l'Ukraine, etc. Car étant sous collaboration avec l'Allemagne nazie et sous sa dominance, les principaux touchés furent quand même ceux du STO. Les survivants des camps restent très peu nombreux en France. Idem pour ceux du STO, qui ont pour les survivants actuels plus de 100 ans. Pour la plupart des survivants, que sont-ils devenus? Déjà, beaucoup d'entre eux, et ce malgré la difficulté de la chose, se sont entendus pour faire un travail de mémoire énorme, de sorte à que l'on se rappelle de cette époque. Malgré tout, il avait l'inquiétude d'être écouté. Premièrement, car pour les premiers à avoir entendu ces histoires, ne croyaient pas à une telle atrocité commise, mais aussi car la collaboration française et la honte internationale, et surtout européenne, a mené à une période que l'on retrouvera tout autant plus tard en France, notamment lors de la guerre d'Algérie, appelée donc la période de l'oubli, à un négationnisme qui voyait des tentatives de nier ou minimiser les faits. Évidemment, il y a eu une réinsertion très complexe dans la vie active et sociale pour les principaux touchés, depuis la libération des premiers camps dès le 27 janvier 1945. Après la libération des camps de concentration, y compris ceux situés en France, les survivants ont été confrontés à de nombreux défis dans le processus de réintégration à la société. Et d'ailleurs, en voici quelques-uns qui, pour moi, sont vraiment très essentiels à comprendre. Premièrement, secours et soins médicaux. Les survivants étaient souvent dans un état de santé très précaire. Ils étaient souvent affamés, déshydratés et souffraient de maladies et de traumatismes physiques et psychologiques. Deuxièmement, la recherche des proches. Beaucoup de survivants ont cherché des membres de leur famille et des proches qui avaient été déportés ou cachés pendant la guerre. Pour certains, cela aboutit à des retrouvailles joyeuses, mais pour beaucoup d'autres, cela a été malheureusement une expérience déchirante de découvrir la disparition de leurs êtres chers. Troisièmement, les centres de rapatriement et de transit qui ont été mis en place pour aider les survivants à rentrer chez eux ou à trouver un refuge temporaire. Des organisations telles que la Croix-Rouge, les agences gouvernementales et divers groupes d'aide humanitaire ont joué un rôle crucial dans ces efforts. Quatrièmement, les aides et assistances. Les survivants ont reçu une aide matérielle telle que la nourriture, des vêtements et un logement provisoire. Il y avait normalement aussi quelques aides telles que des aides financières, mais qui étaient vraiment très minimes par rapport aux dégâts subis. Quatrièmement, la construction de la vie et d'une identité. Reconstruire une vie après l'horreur des camps de concentration était extrêmement difficile. Beaucoup de survivants ont dû faire face à la perte de leur famille, de leurs biens et de leur statut social. Ils ont dû réapprendre à vivre dans une société qui avait souvent du mal à comprendre les souffrances et leurs traumatismes. Cinquièmement, justice et réparation. Certains survivants ont cherché à obtenir justice pour les crimes commis contre eux et leurs proches pendant la guerre. Cela comprenait la recherche de responsabilité pour les auteurs des crimes de guerre à la demande de réparation matérielle et morale pour les souffrances endurées, comme pour l'OIM qui s'en est chargé, où on pouvait normalement mettre le nom de l'agence pour laquelle on a illégalement travaillé et pour essayer donc d'avoir des indemnisations. J'aimerais aussi voir avec vous un type de personnes qu'on appelle les mutiques. Les mutiques sont essentiellement des rescapés qui n'ont pas eu l'occasion de témoigner de leurs expériences parce que la société française de l'après-guerre n'était pas prête à les écouter ou parce qu'ils trouvaient difficilement les mots pour relater l'horreur des camps, ce qui est assez compréhensible. Ils ont pu toutefois se réinsérer socialement sans trop de difficultés en retrouvant la majorité de leur famille, leurs études ou leur métier avant leur déportation. Heureusement, même pour ces personnes-là, cette période de mutisme s'est traduite par des interventions dans les écoles comme notre René Puig en 2018 au lycée Rascol. Ou encore le témoignage de Denise Holstein, que vous pouvez voir sur le YouTube de France 3, que je mettrai en description, racontant la période tragique de leur passé, leur mal qui les ronge, leur place qu'ils n'arrivent pas à retrouver. Ils ont survécu, ils sont allés de l'avant, ils se sont construits une nouvelle vie, ils ont perdu leur maison, leur langue, leur famille, leurs racines et leur sentiment d'appartenance. En même temps, leur histoire est façonnée par la résilience et l'adaptation, et marquée par la perte et d'un sentiment de solitude. Une vie constructive, une vie un peu à part, bref, jamais vraiment chez eux.